Produire de l'électricité à partir des effluents d'élevage, c'est possible grâce à la biométhanisation. Je vous emmène à la ferme du Facht à Attert où l'on étudie tout le potentiel de la biométhanisation. Bonjour Mélodie. Bonjour Christelle. Alors expliquez-moi un petit peu cette ferme ici, la ferme du Facht. C'est une ferme qui est essentiellement portée sur la production laitière. Donc ici, on est dans l'étable avec les vaches laitières. On en traite plus ou moins 110 actuellement. On a également un petit peu de production viandeuse en race française. Et alors la ferme, elle s'est quand même essentiellement diversifiée sur la biométhanisation. Alors vous êtes la fille de la maison, mais par contre, ça ne fait pas tellement longtemps que vous êtes dans l'histoire. Non, vous avez pris ça avec votre mari. Voilà, en fait, à la base, on n'était pas du tout destiné à reprendre ni à aller dans ce monde-là. J'ai eu l'occasion, la ferme s'est diversifiée dans la biométhanisation et au travers de différents projets de recherche et développement. Et c'est dans l'un des projets que je suis rentrée comme aide administrative pour mon papa. Et ça vous a passionné. Quand je suis rentrée dedans, je me dis mais c'est génial, c'est absolument génial. Et de fil en aiguille, on a eu l'opportunité de reprendre avec Ludovic. Mais c'est vrai que c'est une ferme pionnière en matière de biométhanisation. Ça fait depuis 2003, c'est ça? C'est depuis 2003, oui. C'était une des premières installations en Wallonie. Et c'est vraiment pour ça qu'on a voulu revenir. C'est pour l'aspect, certes, biométhanisation avec tout ce que ça implique d'économie circulaire, durabilité, etc. Mais aussi parce qu'il y a tous les projets de recherche. Et ça, c'est passionnant parce qu'on est avec un partenariat scientifique. Ça, c'est vraiment génial. On va en parler durant toute cette émission. Et je vous propose tout d'abord peut-être de voir comment ça marche, la biométhanisation, avec Audrey. Les agriculteurs, acteurs majeurs de l'environnement, à Auchin, dans le Condro liégeois, comme dans une trentaine d'autres unités en Wallonie, c'est aujourd'hui une réalité grâce à la biométhanisation. Elle sera ici qualifiée d'agricole, car ce sont bien les exploitants eux-mêmes qui la réalisent à partir des matières provenant de leurs activités. Notre ration de base est essentiellement constituée de 65% d'effluents d'élevage résidus de culture. Nous avons 25% de notre ration qui est issue de cultures énergétiques dédiées. Aujourd'hui, c'est clairement du maïs que nous cultivons chez nos agriculteurs. Et 10% de notre volume qui là n'est pas sécurisé, on le laisse pour de l'opportunité, des déchets agroalimentaires, tonte de pelouse en période estivale, toujours des produits très locaux. En clair, la biométhanisation est un processus de fermentation similaire à celui qui se produit dans le rumen d'une vache, mais recréé dans ses digesteurs. Nous avons 2 digesteurs de 3000 m3 utiles. Ces digesteurs, nous les maintenons en permanence à 40 degrés. Pourquoi 40 degrés? Tout simplement pour permettre à un environnement aux bactéries qui dégradent nos matières organiques de fonctionner de manière optimum. Nos digesteurs, nous les brassons en continu, nous les alimentons en continu en matière organique pour alimenter justement ce milieu microbien qui va dégrader ces matières. Des matières qui dégageront 2 produits, le digesta qui pourra par exemple servir de fertilisant et le biogaz. Ce biogaz est majoritairement composé de CH4, méthane que nous valorisons dans un module de cogénération. Ce module, en valorisant notre biogaz, produit de l'électricité et de la chaleur, électricité injectée au réseau, chaleur que nous valorisons dans un réseau de chaleur à des fins de chauffer une maison de repos. Véritable alternative aux énergies fossiles, la biométhanisation agricole permet de réduire l'émission des gaz à effet de serre. Si le procédé tend à se développer en Belgique, il est encore quelque peu confidentiel. La SBL Valbium se propose alors de jouer les facilitateurs. Si demain un agriculteur souhaite avoir une information sur la biométhanisation, souhaite mettre un projet chez lui, nous pouvons l'accompagner pour estimer si c'est effectivement faisable, qu'est-ce qu'il faut changer, quels sont les soutiens dont il peut bénéficier, mais aussi quelle législation il doit respecter. Et ça, on peut l'accompagner que ce soit de l'idée de départ ou jusqu'au projet existant. Assurément, la dynamique semble enclenchée. À l'heure actuelle, il existe plus de 15 000 unités de biométhanisation en Europe.
Bonjour Ludovic. Bonjour Christelle. Ici à Attert, c'est quand même une grosse installation de biométhanisation. Hein. C'est combien la capacité? En puissance installée, on est à 900 kW. Ah ouais, quand même. Donc oui, on se situe dans la moyenne en région Wallonne. Il y en a quelques-unes qui sont à 1,5 ou 2,4-3 mégas, 4,5. Après, c'est beaucoup de petites installations de 10, 50 ou 100 kW, mais on est dans la moyenne. On va dire ça comme ça. Par contre, il n'y a pas que les effluents de la ferme qui rentrent dans le système. Hein. Non, il y a plus ou moins 25 à 30% d'effluents d'élevage qui proviennent de chez nous. Ouais. Et le reste, ce sont des coproduits de l'industrie agroalimentaire, de tout style. Maintenant, nous, notre exploitation, on essaye quand même de travailler de plus en plus avec les agriculteurs locaux, parce qu'on en a besoin pour l'épandage, pour les intrants. On nettoie les pâtures en hiver ou des choses ainsi. Ah ouais. Et donc on essaye quand même de rester local. La même chose avec nos intrants, hein. On n'a pas le choix d'être local. Ça fait partie de produire de l'électricité verte. Et voilà. Ouais, tout à fait. Bon, maintenant, on produit l'équivalent de plus ou moins la moitié de la commune d'Attert en électricité. C'est-à-dire combien d'habitants? La commune fait 5000 habitants, donc on a... c'est quand même pas mal, hein. Ouais. Ça commence. Après, c'est quand même, c'est pas si facile, hein. Là, ce matin, on voit que le ballon est bien. Oh là on voit que c'est vraiment... c'est une gestion de tous les jours. Ouais. Notre installation est devenue quand même d'une certaine taille. On peut plus se permettre de dire on y regarde très rapidement. Moi, je passe minimum 4-5 heures par jour full-time à tout checker, pour m'assurer que les vannes, tout fonctionne bien. Ouais. On a des hommes qui travaillent pour remplir la presse, pour aller au digestat, pour l'élevage. Vous êtes combien en fait à travailler sur la ferme là ici? Au total, on est donc 4 ouvriers temps plein, et puis Mélo et moi, et maintenant David va nous rejoindre incessamment sous peu. Donc voilà. Oui, c'est vrai que ça fait quand même déjà du monde, hein, pour une exploitation agricole. On est tout doucement en train de s'orienter de plus en plus vers l'activité principale étant la biomètre. Tous les projets de recherche et développement aussi qui sont derrière ça. C'est ça qui est intéressant. C'est que on va en parler, on va en parler. Maintenant, je vous propose de découvrir une installation de biométhanisation tout près de chez vous. C'est une exploitation de 130 vaches laitières que gère Marc Grandjean à Courtille. En 2000, il a investi dans un robot de traite. Son poste électricité a donc augmenté très sensiblement. C'est sans aucun doute le facteur déclencheur qui l'a fait s'intéresser à la biométhanisation et a passé le cap en 2015. Avec toutes les installations sur la ferme, toujours plus consommatrice d'électricité, je devais trouver une solution pour réduire ma facture d'électricité. Et donc c'était pour moi une bonne solution. Surtout que je cherchais quelque chose qui rentrait vraiment dans les défis de demain et déjà d'aujourd'hui, c'est tout ce qui est empreinte carbone. Les fermes sont en effet aujourd'hui toujours plus connectées, plus automatisées. Il existe de plus en plus d'outils électriques qui facilitent la tâche, mais qui font gonfler encore la facture. Ma facture était à peu près de 1500 à 1800 € par mois. Et depuis que j'ai installé la biométhanisation, j'ai réduit à peu près de 60%, donc j'ai réduit de 1000 € ma facture, avec un potentiel d'encore améliorer. C'est parce que pour le moment, le rendement n'est pas encore optimal. 60%, c'est déjà une économie, mais l'agriculteur espérait plus. Avec la firme, il tente de trouver des solutions au niveau de l'alimentation du bétail par exemple, ou des réglages du digesteur. Objectif, augmenter la rentabilité de cette installation de petite taille, mais dont l'investissement est tout de même de 100 000 € et pour lequel l'agriculteur a obtenu une aide d'environ 27%. Là-dessus, il revient aussi des certificats verts. Donc évidemment, si l'installation ne tourne pas, les certificats ne suivent pas non plus. Donc j'ai 3 certificats tous les 1000 kW produits. Si je calcule que j'ai réduit ma facture à peu près de 1000 € par mois, et que j'ai à peu près autant de certificats par mois. Donc l'investissement, je dirais, se paye. Maintenant, il y a des frais aussi de fonctionnement, les moteurs ne sont pas éternels, donc il faut remplacer. Donc voilà, mais enfin, je dirais, au lieu de rembourser, d'avoir un équilibre après 5 ans, on revient... Ça mettra peut-être 2 ans de plus pour arriver à rembourser son investissement.
Les certificats verts, depuis 3 ans, Marc Grandjean n'en a pas encore vu la couleur. Toutes les démarches administratives sont lentes et compliquées, nous dit-il. Mais de façon globale, l'agriculteur est satisfait du choix qu'il a posé en 2015 de passer à la biométhanisation. Satisfait pour différentes raisons. D'abord, ça ne me demande pas beaucoup de travail en plus. Tout est automatisé. Donc les transferts de lisier, tout ça est connecté. On sait voir à distance comment ça se passe, si le réacteur est à température, donc avec toutes les technologies modernes. Et évidemment, ce qui me séduit le plus, c'est cette idée de faire du courant avec le lisier. Donc ça, c'est quand même une idée géniale, quoi. Une idée géniale qui connaît malheureusement aussi des dérives, regrette Marc Grandjean. En Allemagne, certains agriculteurs sont devenus de véritables producteurs d'énergie qui perturbent le marché du lait avec des prix défiant toute concurrence. Alors ici, Ludovic, en fait, on est en pleine saison d'épandage, mais vous, c'est du digestat en fait que vous intégrez dans le sol. Oui, le digestat, c'est le résidu de notre matière organique digérée, qui contient plus ou moins 70% d'azote ammoniacal. Donc c'est un très bon fertilisant à action rapide pour les plantes, puisque ça a le même rôle que de l'engrais chimique, mais c'est d'origine organique. Oui, c'est quand même mieux. Ah oui, et en plus, on est complètement autonome en termes d'épandage ou de fertilisation, donc on n'achète jamais d'engrais chimiques. Ouais. Et en plus, ça sent beaucoup moins. Hein. Ça sent moins, c'est aussi le fait de la digestion fait que ça sent moins, il y a moins d'acide gras volatile. Et aussi la méthode d'épandage via pendillard fait qu'on ne disperse pas les odeurs ou les acides gras, enfin on le répand vraiment aux racines des plantes, comme ça c'est mieux absorbé par la plante. Oui, c'est ça. Vous faites aussi des recherches par rapport à ça, pour voir exactement à quel moment il faut le mettre ou pas. Enfin, c'est très précis. Ça fait partie des recherches qu'on a fait dans les projets de recherche avant Perséphone. Et on a mis beaucoup de tests pour savoir si on devait mettre plus de digestat, ou du digestat avec de l'engrais chimique, du lisier. Enfin, on a vraiment testé beaucoup de choses. Et un des éléments qui ressort, c'est que c'est un engrais qui est bien assimilé par les plantes et en plus l'azote n'est pas spécialement lessivé dans le sol, tout comme on pourrait l'avoir avec des engrais chimiques. Ouais, c'est ça. Donc, et alors en plus, vous le séchez à la ferme, ce digestat, et une partie si j'ai bien compris. Et alors ça en fait des petits granulés aussi pour tout le monde en fait. Pour le moment, avec le digestat, on a 2 phases. Donc les granulés, ça, on le vend à des particuliers. Ouais. Mais j'avoue qu'on n'a pas spécialement le temps de s'amuser à le mettre en sac ou quoi que ce soit. Donc c'est plus pour aller loin sur des terrains, parce que malgré tout, on ne transporte pas de l'eau. Ouais. Et alors on a aussi la phase solide, donc c'est que nous on appelle compost, mais on ne pourrait pas l'appeler compost techniquement, qu'on peut utiliser en horticulture. Donc là, on va peut-être essayer de faire pousser nos tomates. Eh bien, maintenant, je vous propose de retrouver Antoine et Pablo. Bonjour tout le monde, ce mois-ci, on va s'intéresser à la fabrication de l'huile de colza. Pour cela, on se trouve à Falais, dans la commune de Brève, en région utoise. On va aller à la rencontre de Laurent au moulin du Stuerdu. Suivez-moi. Alors, Laurent, c'est votre moulin, ceci? C'est l'huilerie plutôt. Le moulin se trouve un petit peu plus loin. L'huilerie, vous voyez, c'est ce tout petit local. Il ne fait pas plus de 12 mètres carrés, je pense, et ça nous permet de faire une production artisanale en huile de colza. En fait, à l'origine, le projet n'était pas de faire de l'huile, mais de mettre en évidence le tout dernier moulin à huile qui existe encore en Wallonie et qui se trouve ici, derrière la maison, au fond du jardin. On peut aller voir? Bah oui, on peut. Ce sera beaucoup plus simple. On y va. Allez, direction le moulin. Alors vous aussi. Oui, la clé. Ça c'est la clé. Du moulin. Allez, on est parti, vous aussi, Laurent. Alors.
Et donc c'est le dernier moulin. Ah oui, le Stuardu. Pourquoi est-ce qu'on dit Stuardu? Parce que ça vient d'où ça? Mais en wallon, Stuard, ça veut dire tordre. Et les moulins à huile, c'était des tordoirs. Donc en patois d'ici, c'était le Stuardu. Le Stuardu. Maintenant, étant donné que c'est le dernier, c'est le Stuardu. Il est là. Le dernier Stuardu, le voilà. En même temps. Ah, il est bien noir. Cette meule dormante, associée aux 2 grosses meules qui se trouvent là, qui font à peu près 500 kg chacune, qui écrasaient les grains. C'était des heures et des heures pour faire quelques litres par jour. Ceci dit, ça permettait à tout le village d'avoir de l'huile végétale, ce qui, à l'époque, en période de carême, était intéressant parce qu'on ne pouvait pas manger de viande. Mets de l'huile. Mets de l'huile. Le colza. Alors, là-dedans, il y a de l'huile. Alors oui, là-dedans, même si c'est très sec et très dur, il y a 33% d'huile. Voilà, c'est très physique, c'est-à-dire qu'on y va avec son seau, on monte à l'échelle et on met tout au-dessus. Et quand il y a 600 kg à faire, je vous assure qu'on est fatigué en fin de journée. Les 600 kg vont mettre à peu près 5-6 jours pour être pressés. Le pressage se fait tout doucement pour éviter d'échauffer le produit. Alors on a 2 choses. Donc, l'huile sort d'un côté à travers le tamis qui se trouve ici. Et ceci, c'est les tourteaux, donc le déchet. Après avoir pressé les grains de colza que vous avez vus, voilà, on a ce déchet qui, lui, peut servir en alimentation animale. Mets de l'huile, petit homme dans la ville, faut que ça glisse. De l'huile, le petit homme, écoute, écoute. Combien de temps pour qu'elle soit vraiment prête? 1 semaine ou 2. Voilà, on est vraiment bon là. Ce que l'on fait avec cette huile, on a dérivé ce produit en faisant des vinaigrettes et alors un tout nouveau produit qui est la crème colzamique. Ça, vous la trouverez nulle part ailleurs, on l'a inventé nous-mêmes, tout simplement. Vous voulez la goûter? Allez, c'est parti. Ah, c'est le moment qu'on préfère avec Pablo. Mets de l'huile. Mais c'est excellent. En gros, ce que vous faites là-haut, ça vous permettra de rénover ce moulin et d'en faire un endroit encore plus magique. Et accueillant, je veux dire, où les gens peuvent venir prendre du bon temps. Merci Laurent de nous avoir accueillis et de nous avoir montré le moulin du Stuardu et l'huile de colza. À une prochaine pour un autre Comment ça marche. En fait, je dis, on pourrait rester longtemps parce que c'est super intéressant. Voilà. Ça tourne? Ouais. Nous sommes de retour à la ferme du Facht à Attert en compagnie de Philippe Delfosse. Bonjour. Bonjour Christelle. Alors avec vous, on va parler de tous les projets européens qui ont été développés ici sur le site parce que c'est un petit laboratoire cette ferme finalement. Ce sont des pionniers de la biométhanisation, oui. Ouais. Alors ça a permis de montrer tout le potentiel finalement de la biométhanisation et du digestat. Oui, parce qu'au départ, la biométhanisation, on a le mot énergie qui nous vient tout de suite en tête, mais c'est bien plus que ça. C'est vraiment un acteur de l'économie circulaire. C'est un recyclage des nutriments, donc des fertilisants. Ouais. C'est amoindrissement des risques pathogènes, amoindrissement des risques d'adventice et une meilleure fertilisation grâce aux sous-produits, donc au digestat. Et aujourd'hui, on va un peu plus loin, on va dans le fractionnement de ce digestat, un peu comme on le fait avec le pétrole. Donc on sépare les différentes fractions du digestat pour soit formuler des engrais qui ressemblent un peu aux engrais chimiques, donc avoir plus d'azote ou plus de potassium, etc. Donc on peut équilibrer un peu mieux les fertilisants. Ouais. Et puis à l'avenir, on va chercher aussi des molécules d'intérêt de forme d'antibiotiques naturels, des fortifiants pour les plantes. Donc il y a vraiment tout un tas de molécules intéressantes. En rapport avec ça alors là, pour les algues, en fait, sur un site de biométhanisation, vous avez de la production de CO2 au niveau de la production du biogaz, vous avez de la production de chaleur, et vous avez également de la production d'engrais. Donc vous avez les éléments dont ont besoin les algues pour croître. Vous avez de la chaleur pour leur favoriser la croissance. Il vous manque la lumière, mais bon, aujourd'hui nous sommes dans un jour ensoleillé, c'est parfait. Hein. Ces algues ont vraiment tout ce qu'il leur faut pour croître et de croître de manière assez intéressante. Alors ce sont des algues qui viennent aussi du digestat? Non. Donc en fait, c'est assez surprenant dans cet essai ici, conduit par Jean-Luc Vazel, donc un des partenaires du projet. C'est qu'au départ, on travaille avec une souche d'algues bien particulière. Mais le fait qu'on nourrisse ce système algal avec les digestats de la biométhanisation, on a probablement une toute autre flore d'algues qui s'installe.
Mais c'est intéressant, c'est nouveau, c'est de la production de biomasse, il faut encore l'explorer, l'analyser et voir ce qu'on peut en... C'est pas encore trop bien ce qu'on va en faire. Non, c'est expérimental, c'est de la recherche, c'est du développement. C'est ça. Avec combien de pays alors là que vous êtes? Alors on est vraiment sur la grande région avec les 4 pays, la Belgique, le Luxembourg, l'Allemagne et la France, avec des acteurs de la recherche, mais aussi des acteurs de la pratique. Donc nous avons plusieurs sites qu'on appelle sites pilotes, mais en fait ce sont des unités de biométhanisation. Qui nous aident avec leurs questionnements parfois scientifiques, qui nous permettent vraiment de nous remettre en question, mais également avec le retour de la pratique, donc la faisabilité, les problèmes qu'ils rencontrent, ou les idées géniales avec lesquelles ils viennent sur la table. Donc il y a vraiment un partage, et nous avons une coordination formidable depuis plusieurs années, depuis plusieurs projets. C'est la SBL au Pays de la Tertre, donc basée ici près d'Arlon à Tertre, qui vraiment nous guide d'une main de fer, mais sous un gant de velours, comme on dit, et qui permet justement de rejoindre cet aspect pratique et recherche. Bien, merci. Je vous propose maintenant d'aller en cuisine découvrir les trucs et astuces de Ludovic. Bonjour, voilà, on se retrouve pour la séquence Mangeons Wallon. Aujourd'hui, on va faire une petite préparation toute simple, comme à la maison. On va se faire une tartine pour le 4 heures. Alors, j'ai décidé de travailler la maquée de chez Vincent Vermeulen, c'est la fromagerie de Sanson, meilleure fromagerie de Belgique en 2014. Il travaille avec des fermiers qui lui produisent son lait avec un cahier des charges très particulier. Et puis après, lui, il retravaille ces laits-là pour avoir vraiment des produits typés et avoir un produit qui est toujours très goûteux. J'ai mis ici une pointe de sel, je vais mettre quelques herbes. Ici, j'ai choisi de la ciboulette pour le côté piquant et le côté un peu vert, etc., qui apporte vraiment une belle texture et une belle couleur. On va simplement mélanger comme ça. On va y ajouter un petit peu de peps en mettant de la graine de coriandre. Fin d'été, en fait, on récupère nos graines de coriandre dans le jardin et on les met dans un moulin pour apporter ce petit côté citronné de la graine de coriandre. N'hésitez pas à en mettre, moi je suis grand fan, donc j'en abuse un petit peu, mais je trouve ça très très bon. Juste mélanger comme ça tout simplement, voilà. On va préparer quelques légumes avec ça, parce que c'est quand même important. J'ai mis quelques premiers petits navets du jardin, les petites carottes. Juste, je vais les faire revenir avec un petit peu de beurre, en tant que bon fils de fermier. Mais le petit truc, il n'est pas là. Le petit truc, il est d'utiliser un vinaigre. Pourquoi un vinaigre? Le vinaigre, en fait, va faire en sorte de garder la texture bien ferme des légumes et bien croquante. Ça va être très chouette sur la tartine. Et donc, ça monte en température, un trait de vinaigre au miel. Le miel, ici, j'ai choisi un vinaigre au miel pour ce côté doucereux en plus, qui est intéressant. On va l'agrémenter également de peut-être quelques carottes également que j'ai fait fermenter. La fermentation permet de les conserver, mais aussi de leur apporter du croquant. Et ça, c'est les carottes d'hiver. Tout simplement, on va venir terminer de bien mélanger. Je remets quelques herbes parce qu'il en manque un peu, tout simplement. Hop, voilà. Et on va commencer à tartiner notre tartine généreusement. On garde bien sûr toujours l'œil sur nos légumes qui continuent à cuire. Et on va directement les prendre dès maintenant. On a vraiment une belle petite coloration qui s'est créée, mais on a toujours un produit qui est bien craquant. On met petites carottes, quelques navets. On n'hésitera pas de conserver le petit vinaigre réduit pour venir saucer la tartine. Je vais y ajouter un petit peu de truite légèrement fumée pour le côté gourmand. Et alors mes carottes fermentées qui vont apporter un peu de craquant. Et voilà. Donc voilà comment faire une belle petite entrée ou un petit 4 heures bien salé, bien agréable avec des bons produits. Voilà, on se retrouve bientôt. Au revoir, merci. On termine cette émission à la ferme du Facht à Attert en compagnie de la relève de la ferme. On va dire ça comme ça, non, Ludovic? Oui, ça fait depuis 2 ans maintenant qu'on est dans ce beau projet et David qui vient de nous rejoindre maintenant. Donc voilà, oui, en effet, la relève et le futur. Oui, parce que justement, vous avez encore plein de projets, c'est déjà énorme tout ce que vous faites, mais c'est pas fini. En effet, donc avec la biométhanisation, on avait de la chaleur excédentaire qu'on souhaitait valoriser et ça fait déjà depuis plusieurs années qu'une idée nous trottait en tête, c'était une production horticole pour pouvoir encore se diversifier par rapport au lait, à la viande. Ouais. Et en plus, ce qui fait la beauté du projet, c'est qu'on a trop de chaleur, de l'électricité, de la matière organique pour faire pousser nos tomates, du CO2 éventuellement pour pouvoir augmenter la photosynthèse des plantes.
Donc on a tout en an, tous les ingrédients. Avec les déchets qu'on pourrait avoir dans la serre à tomates, on peut les retraiter dans la biomètre. Donc tout est bouclé, l'économie circulaire est entre guillemets parfaite. Maintenant on est en train de demander les permis, donc j'espère que dans 2 ans, ça sera réalisé. Et alors, il y a un dernier projet aussi là qui est quand même magnifique, c'est vouloir transformer le CO2, donc il reste quand même pas mal de CO2 encore, transformer peut-être en méthane, c'est ça? Tout à fait. Le biogaz est composé à 40% de CO2 à la base. Et avec le projet Perséphone et en même temps maintenant avec le cluster Tweets, on a un projet de recherche qui est de transformer l'hydrogène et le CO2 en méthane pour faciliter le transport, avoir moins d'intrants pour la biomètre, moins d'épandage et peut-être, pourquoi pas, avoir des voitures ou nos tracteurs qui roulent au méthane. Vraiment circulaire tout ça. Tout à fait. Rien ne se perd ici à Attert. Voilà, bien, ce sera le mot de la fin. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. On se retrouve le mois prochain. À très bientôt. C'est magnifique. C'est génial. Ah si, oui, non. C'est pour ça. Ça, le projet, oui. À l'agenda, le 13 avril, l'UNAP propose un colloque sur l'agriculture biologique au Lec à Libramont. Du 16 au 26 avril, 6 rencontres sur les céréales alimentaires, panifiables ou brassicoles sont prévues à l'initiative de Nature et Progrès. Mimosa et Crélan lancent un appel à projet commun pour le financement participatif. Déposez votre projet jusqu'au 20 avril. À très bientôt.